Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale sur WhatsApp et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La page c'est DMG TV. On fait les directs sur TikTok à 20h00 le mercredi et le vendredi. Et ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Donc n'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Partagez parce que ça peut aider quelqu'un. Merci beaucoup. Donc là on va commencer avec la première histoire. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Likez. Ok. Première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la team. Je viens raconter l'histoire d'un ami, je vais le nommer Gérard. Gérard était un coiffeur ambulant. Donc, quand on dit ambulant, ça veut dire qu'il faisait le porte-en-porte. Mais il coiffait que dans les chics quartiers, donc Bonapriso, Bonanjo. Il ne coiffait pas les gens de ce quartier, non. Il coiffait seulement dans les deux villes, les deux quartiers là, Bonanjo et Bonapriso. Donc, et lui, il avait la possibilité de nous trouver des petits jobs dans les salons de coiffure à Bonapriso. Parfois, quand on lui demandait les petits mains d'œuvre, les filles pour venir peut-être tresser les rastas, on fait les tresses avec les mèches. Il venait au quartier nous chercher. C'était un très gentil garçon. Il habitait chez sa tante. Il avait grandi là-bas. Mais un jour, il a fait la connaissance d'une femme qu'il avait l'habitude d'aller coiffer constamment. Ils ont commencé à se fréquenter. Il partait là-bas coiffer la femme. Finalement, il a commencé à sortir avec la femme. Mais personne ne connaissait la femme. Personne ne savait. Il nous disait seulement qu'il a sa copine, machin. Non, on n'avait jamais vu. Et même son nom, on ne connaissait pas. Ça ne nous intéressait même pas d'ailleurs. Ils ont fait des sorties entre eux jusqu'à ce qu'un jour, la femme là lui a dit, bon, elle ne veut plus qu'il vienne rentrer, elle veut qu'ils habitent ensemble. Comme c'était aussi quelqu'un qui n'était pas très... Il n'avait pas l'argent pour aller en location, il était toujours serré dans la maison de sa tante, avec ses frères, ses cousins. Chaque fois qu'elle rentrait, parfois il y avait des petits problèmes. Il avait trouvé mieux d'aller habiter là-bas. Mais il n'avait jamais amené personne, ni de sa famille, ni ses amis. Personne ne connaissait la maison là où il habitait. Il habitait avec la femme, là, disons, presque 1 an, 6 mois, voire même 2 ans. Un jour maintenant, il a commencé à se sentir mal. Il fait que prendre le poids. Au début, lui, quand il prenait le poids, c'était qu'il vivait seulement bien. Quand il voit le poids, ne fait que venir. Ça fait que venir, ça l'étouffe, ça fait que monter. Et les habits qu'il avait avant, ça ne suffit plus. On achète les habits, ça ne fait même pas 2-3 semaines. Les habits sont déjà serrés sur lui. Il fait que c'est gonflé comme le tapoka. Il est allé à l'hôpital. Rien. Comme il ne connaissait pas, il ne peut pas aller chez les marabouts. La femme avait dit qu'elle n'aime pas les marabouts. Elle a dit que bon, il faut qu'il rentre chez sa tante. Sa tante va l'amener le soigner. Il a dit d'accord, comme il ne se sent pas bien, il préfère aller chez sa tante. On a fait ses valises, 2 valises. On a mis le chauffeur. Le chauffeur a porté. On est venu le déposer comme un passager chez sa tante. On a laissé un peu d'argent. Sa tante est venue. Sa tante lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Il dit qu'il ne connaît pas. Il ne se sent pas bien. Mais il fait que gonfler seulement. On a tout fait, rien. On dit qu'on va aller prier sur lui. On appelle les prêtres qu'on prie sur lui. On prie, rien. Ça ne change même pas. Il n'a même pas fait 1 semaine. Un matin comme ça, il est mort parce qu'il fait que gonfler le cou. Le cou ne fait que gonfler. La tête et son cou, ça faisait que gonfler comme ça. C'est pas c'est quoi, c'est quelle maladie qu'il était parti porter là-bas. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu la femme là. La femme chez qui il habitait là, venue même se renseigner que ouais, j'avais mon ami qui était jamais, comme on l'avait déposé parti là, elle n'est plus jamais venue. Donc elle savait déjà ce qu'elle a fait. Elle n'est plus jamais passée là-bas demander. À cause de la pauvreté, à cause de la misère, quand je ne suis pas trouvé le travail. Il n'y a pas de travail pour les jeunes. On ne peut pas travailler. Si tu quittes que tu vas aller travailler, même barman comme ça, le patron va t'avaler avec son serpent. Tu vas travailler ménagère chez quelqu'un, on va t'avaler avec le serpent. Mais finalement, on ne sait même plus ce qu'on peut faire. Tu restes sans travail, tu vas mourir de faim. Tu vas travailler, tu meurs à cause du travail. DMG, vraiment, on doit seulement prier. C'est seulement la prière. Il n'y a que la prière qui peut nous sauver. Parce que
Si tu veux seulement comprendre les choses qui se passent au Cameroun, là, tu vas chercher seulement à te suicider, c'est ça. Merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, j'espère que vous allez bien. Bon là je vais encore avec une autre histoire que j'ai écoutée. C'est pas une histoire qu'on m'a racontée, j'ai écouté comment mon père est en train de raconter ça à ma mère. Du coup j'ai prêté l'oreille parce que c'était une histoire mystique. J'ai dit aïe, je vais un peu venir raconter ça ici parce que je pense que c'est important. Mais avant, likez, partagez, commentez. Voilà. En fait, l'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire d'un bon petit à mon père. Il travaille dans un garage, il gagne bien sa vie, honnêtement, tranquille. C'est comme ça que c'est le garagiste en question qui raconte l'histoire à mon père, parce que mon père n'était pas là. C'est comme ça que le garagiste, qu'est-ce qui s'est passé un jour à son lieu de travail, comme d'habitude, il est là et tout, machin, il fait son taf. C'est comme ça que il y a un monsieur qui vient et dit bon voilà ma voiture a un souci et tout mais voilà ça a tel niveau. C'est comme ça que il part. Bon, il n'est pas vraiment parti, il était genre du genre on va dire que le garage est à bon le garage je sais même pas comment orienter, bref le garage n'était pas non loin de là où il allait se reposer si c'est pour boire un verre et je sais pas trop quoi. Donc c'est comme ça que bon monsieur qui a laissé la voiture au garagiste pour dire que bon, je peux passer à quelle heure pour venir récupérer tout et tout. Le garagiste a dit bon, comme c'est pas un problème trop machin, venez même dans quelques minutes. Bon, oui, dans quelques minutes ou dans une heure. C'est ça que le monsieur, sachant ce qu'il y avait dans la voiture, il ne pouvait pas aller loin en fait. Donc c'est comme ça que le garagiste il est en train de réparer la voiture, pam, il a réparé. Quand il termine de réparer, maintenant il voulait tester pour voir si tout allait bien. C'est comme ça qu'en voulant tester, il ouvre la voiture, il tombe sur quoi? Il tombe sur le cercueil. Je dis bien le cercueil. Et le monsieur savait qu'il y avait un truc comme ça. Voilà pourquoi il n'était pas parti ailleurs. Genre non, il était juste à côté. Donc c'est comme ça que, vu qu'on lui avait aussi dit que bon, dans tant de minutes tu viens. Donc pendant qu'il était en train de tester, le monsieur était déjà là. Donc au moment où il ouvre la voiture, le garagiste ouvre la voiture genre pour tester maintenant et tout. Il tombe sur ça. C'est comme ça que le propriétaire de la voiture qui avait vu le geste, le propriétaire a vu et a remarqué que le garagiste a vu le secret qu'il portait du genre un cercueil, parce que normalement le cercueil c'est dans les corbillards, mais qu'est-ce qu'un cercueil faisait dans une voiture? C'est comme ça que quand le monsieur vient dire oh non, monte dans le cercueil, cache comme ça en pleine journée, que monte dans le cercueil. C'est comme ça que le garagiste dit moi je peux pas monter dans le cercueil. Moi, je ne connais pas les choses comme ça. Je connais juste faire mon travail. Donnez-moi mon argent et puis vous partez. Je ne veux pas les problèmes. Le monsieur insistait monter dans le cercueil. Monter dans le cercueil. Je ne sais pas s'il y avait ses collègues ou si ses collègues étaient bouchés des oreilles ou rien. Le monsieur n'est pas monté. Le garagiste n'est pas monté dans la voiture. Malgré le fait que le propriétaire de la voiture ne faisait qu'insister. C'est comme ça que ça s'est passé ici au Gabon. C'est passé ici au Gabon. C'était un monsieur blanc. C'est comme ça que le garagiste ne faisait que dire ah monsieur, donnez-moi mon argent, j'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Vous pouvez retourner avec votre voiture. Moi, je ne connais pas ça. C'est comme ça que en remettant l'argent au garagiste, le monsieur fait comprendre au gars que ne pense pas que tu vas t'en tirer comme ça, tu vas savoir. Tu vas subir et tu vas sentir. C'est comme ça que quand le blanc là a fini de parler, il est parti.
Le monsieur s'est affolé, il est venu chez mon père pour dire oh non, si quelque chose m'arrive, voilà, je préfère te dire, voilà ce qui s'est passé. Donc, il a raconté l'histoire que je suis en train de vous raconter à mon père. Donc, c'est pour dire on n'est pas à l'abri du danger. Même si tu essaies de gagner ton argent honnêtement, le diable est toujours là pour vouloir te mettre les bâtons dans les roues. Donc, c'était un peu ça, mon histoire. Donc, bonne journée, DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Et là, on va passer à la troisième histoire. Bonsoir DMG, comment tu vas? Pour la deuxième histoire, c'est ma mère qui m'a raconté. Ça s'est passé dans son village à Binao. Voilà. Binao fait partie de la Côte d'Ivoire. C'est un petit village de la Côte d'Ivoire, non loin d'Abidjan. Donc elle disait qu'il y avait une femme à Binao. Pendant les périodes de bananes, voilà, elle ne coupait pas pour elle. Elle laissait ses bananes pour que ces bananes soient bien formées. Pendant que les autres coupent leurs bananes pour vendre, elle ne coupe pas pour elle. Maintenant, quand les autres ont vendu pour eux tout, c'est là maintenant elle va partir couper pour elle, pour venir vendre. Et elle vendait ça cher, elle gagnait de l'argent. Donc c'était devenu son quotidien. Pendant les périodes des bananes, elle ne vend pas pour elle. Mais elle vend ses bananes tous les vendredis. Tous les vendredis. Donc, si vendredi n'est pas encore arrivé, que tu vas chez elle, pour dire, ah, maman, pardon, je veux banane. Qu'il pleut, qu'il neige. Si tu veux, il faut demander tous les pardons. Elle ne va jamais te donner banane tant que vendredi n'est pas encore arrivé. Donc, comme ça, un soir vers les 18h, il y a une femme qui est partie là-bas. Parce qu'elle vend la banane le vendredi. Non, le jeudi soir, elle a coupé les bananes, tout était là. La femme est partie là-bas. La femme dit, ah maman, pardon. Mon mari vient juste à peine d'arriver. Elle dit qu'il veut manger foutou. Donc s'il te plaît, donne-moi quelques bananes. Je vais acheter. Je vais faire le foutou pour mon mari. Elle dit qu'elle ne peut pas donner banane, qu'elle ne peut pas vendre banane. La femme a demandé pardon, elle s'est mise en genoux. Elle dit pardon, je t'en supplie, pardon. Mon mari veut manger foutou la nuit. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas son habitude, il veut manger foutou là. Malgré que les bananes étaient versées, il y avait un sur le régime. C'était tellement que les bananes étaient formées. Elle dit même si c'est qu'un mur là même là, je peux avoir deux. Je t'en serai reconnaissant. La femme dit mais on dirait que tu n'as pas entendu parler de moi dans ce village. Moi quand je dis c'est pas vendredi, je ne vends pas. Et même aux villageois, mes propres parents, je ne les donne pas. Ce n'est pas à une inconnue je vais donner. Je ne te donne pas. Son mari dit, ah, même si on dit que tu es compliqué. Mais une femme qui te demande pardon, qui te supplie, tu peux lui donner 2 bananes, même si tu ne veux pas lui vendre. Mais donne-lui cadeau. Elle dit, elle ne veut pas. Qu'elle ne donne pas. Que si elle fait ça, tout le monde va sur son exemple qu'elle ne donne pas. Donc la femme est partie chez elle à la maison. Elle n'a rien dit. Le vendredi, elle allait vendre ses bananes. La semaine qui a suivi, le jeudi, elle était en train de couper ses bananes. La même femme là, partie la trouver au champ là-bas encore. Pour dire que non, qu'elle s'en va sur Abidjan. Qu'elle a besoin de bananes pour aller à Abidjan. Elle dit, mais toi la dame là même, tu as quitté où? Comment se fait-il que tu me trouves au champ ici? Elle dit non, que je passais sur l'autoroute là et puis j'ai vu les enfants qui transportaient le banane pour aller au village. Donc moi je me suis renseignée, ils m'ont dit que non, que vous étiez là, qu'elle ne peut pas me vendre, que de venir vous voir. Que sincèrement dit, je rentre sur Abidjan, j'ai besoin d'un régime de bananes, s'il te plaît. Elle va me dire, mais la dernière fois tu es parti au village là-bas, je ne t'ai pas donné, malgré que tu m'as demandé pardon. Cette fois-ci là, c'est dans mon champ encore tu es venu, votre sorcellerie, vous êtes en train de faire là. Moi là, je ne suis pas dedans, je ne vais pas te donner aujourd'hui, je ne vais pas te donner demain. Son mari dit, ah, mais elle est venue au champ ici. Si c'est à la maison là-bas, oh, là tu peux dire que non, comme c'est à la maison là-bas, tu ne donnes pas. Mais du moment qu'elle est venue au champ ici, là, tu peux lui donner une régime de bananes, ça fait rien. Elle dit que non, elle ne donne pas. Donc la femme est partie. Mais elle a travaillé jusqu'à vers les 15h, 16h. Il y a un fleuve qui passe dans le champ où ils ont l'habitude
d'aller puiser l'eau. Maintenant, elle va pour aller puiser l'eau. Elle trouve la même femme assise au bord de l'eau. Ses pieds étaient dans l'eau. Elle arrive. Elle regarde la femme. Puisque l'eau ne l'appartient pas, tout le monde est censé puiser. Donc la femme était assise là. Donc elle dit, aïe, toi encore ici. La femme n'a pas répondu. Donc la femme, elle voulait puiser l'eau. La femme lui a dit, non, faut pas puiser mon eau. Comme tu refuses tes bananes aux gens, moi aussi je te refuse mon eau. Elle dit, pour qui tu te prends pour me refuser cette eau? L'eau ça là. Depuis la nuit des temps, mes parents ont puisé. Quand nous étions petits, jusqu'à aujourd'hui, nous avons grandi. Mes enfants vont puiser. Mes enfants vont puiser. Que je ne peux pas te donner. Je ne peux pas laisser l'eau là. La femme dit, ah, que moi aussi je n'accepte pas. Demain que tu es mauvaise, tu refuses de donner tes bananes. Moi aussi aujourd'hui, je refuse de donner mon eau. Elle dit, elle veut puiser par la force. Donc quand elle a mis un pied dans l'eau pour puiser l'eau, quand elle a fini de puiser, elle veut retirer son pied. Son pied est bloqué dans l'eau. La femme a disparu. Elle va enlever son pied là, c'est bloqué dans l'eau. Elle crie, au secours, aidez-moi, au secours. Son mari entendait ses cris, son mari est venu la tirer. Jusqu'à ils vont tirer, son pied va quitter. Ça n'a pas fait 2 minutes, son pied était enflé. Tellement enflé, c'était incroyable. Ils l'ont transporté, elle ne pouvait pas marcher, ils l'ont transporté pour aller au village. De village, chercher une voiture maintenant pour aller à Thiès-Salé, à l'hôpital. Elle est morte sur la route. Sa femme est décédée sur la route. Sa méchanceté l'a conduit dans la tombe. C'est pour cela que même si le bienfait n'est jamais perdu, surtout les gens que vous ne connaissez pas, tu es assis là, quelqu'un va venir te demander 7, tu sais que tu as 7, tu n'as pas envie de donner. En tout cas, quand la maman m'a raconté cette histoire, elle a dit, mes enfants, faites toujours le bien autour de vous, car vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Et faites de la sorte que votre nom là ne soit pas toujours prononcé. Quand on dit c'est vous, elle là, quand on dit c'est elle. C'est ma petite histoire, celle que ma maman nous a racontée. Je dis merci, partagez et likez. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe rapidement à la quatrième histoire, sans plus tarder. Hein. Quatrième histoire. Coucou, bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté. Ça fait un bon moment que je te suis, je suis abonnée et c'est pratiquement la première fois que je vais conter mon histoire. Alors je voudrais te dire merci infiniment. Merci beaucoup pour ce concept. On comprend beaucoup de choses. Voilà, on comprend beaucoup de choses et on a été longtemps ignorants. Aujourd'hui, ça nous permet de faire plus attention et d'être un peu plus regardant sur tout ce qui nous entoure et tout ce que nous faisons. Alors, moi, je suis de la Côte d'Ivoire et je pense que c'est tout ce que je vais donner comme information. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et cette histoire m'a été contée par ma mère, par ma maman. J'étais encore très petite, très petite. Je devais avoir 4 ans, 5 ans. Et il y a quelque chose qui s'est passé là où mes parents habitaient et ma mère m'en a expliqué. Alors, je vais vous conter cette histoire parce que jusqu'à aujourd'hui, ça m'intrigue et je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que quand je vais conter l'histoire pour certains membres de la famille, peut-être comprendront ou bien diront vraiment ce qui s'est passé, je ne sais pas. Mais je vais vous conter cette histoire. Alors, mon père et ma mère étaient dans une ville de la Côte d'Ivoire dont je vais taire le nom. Et ma mère était dans une association de femmes, ce que vous appelez réunion au Cameroun. Voilà, nous, chez nous, on dit association ou tontine. Et c'était dans un quartier, mais dans ce quartier-là, il y avait un petit quartier, un sous-quartier, qui était habité par un certain nombre de parents. Il y avait des Ivoiriens, il y avait aussi nos parents de la CEDEAO, c'est-à-dire les Maliens, les Burkinabés, et tout. C'était un peu mélangé, voilà. Et les femmes elles avaient leur association où elles se cotisaient pour faire avancer leur association. Donc, c'était souvent des tontines ou bien des cotisations par semaine ou bien par mois.
Et puis bon, quand il y avait un événement, que ce soit malheureux ou heureux, elles s'entraidaient, elles soutenaient leurs sœurs et tout. Donc, dans cette association-là, il y avait une maman, il y avait sa fille qui devait se marier. Voilà, c'était une dame de leur association. Et donc, la fille en question, ma mère me disait que la fille était très jeune. Elle était très jeune, elle n'avait même pas 18 ans. Elle devait être dans la quinzaine et tout, voilà, 15 ans, 16 ans. Et la petite ne voulait pas se marier. Mais ses parents ont insisté, ils ont insisté. Et puis bon, voilà, le mariage a eu lieu et tout. Donc, ils ont fait le mariage à la mosquée, puisque c'était des musulmans. Donc, ils ont fait le mariage à la mosquée. Et ils devaient maintenant faire la danse. Voilà, pour les membres qui sont sur la plateforme, les membres musulmans, ils comprendront la danse, le djemé. Voilà, pour que la mariée parte chez son mari. Donc, on devait faire la dernière danse. Donc, ma maman disait que c'est dans la cour des parents de la mariée que la danse se fait. Et si la maman est dans une association, les dames de l'association sont là, elles vont danser avec elle, voilà, elles vont lui donner des présents et tout. Et quand la mariée aussi est dans une association aussi, c'est pareil. Donc, généralement, la mariée ferme la fête, c'est-à-dire que c'est elle qui vient la dernière et puis la fête se termine. Donc, avant elle, les moments dansent, les sœurs, les amis et tout. Donc, je vais donner un nom d'emprunt à la jeune fille. Je vais dire comme ça, Fatim. Donc, la mariée était dans la maison. Voilà, son heure n'est pas encore arrivée de sortir pour faire la fête. Donc, elle est dans la maison. Donc, elle était entourée bon, généralement, les frères musulmans savent, les sœurs musulmans savent, quand elles doivent se marier, elles sont entourées de leur maman, leur tantie, souvent même la grand-mère et tout ça. Mais c'était les mamans âgées qui étaient avec elles. Donc, la danse se faisait dans la cour et Fatim était dans la maison, dans la chambre, avec les vieilles mamans et tout. Donc, à un moment donné, elle voulait aller se soulager. Elle voulait faire pipi. Donc, évidemment, les mamans l'ont accompagnée, elles l'ont fait sortir de la maison, elles l'ont cachée et tout. Pour ne pas qu'on la voie, c'est quand même elle qui a l'honneur, donc on ne peut pas la voir comme ça. Je voulais ouvrir une parenthèse pour dire que à ce temps-là, maintenant les choses se sont modernisées. Mais dans nos villages, dans nos campements, les toilettes là, c'est pas construit en dur. Voilà. Souvent, c'est les briques que les parents prenaient pour déposer et puis on se lavait. Voilà. Souvent, même quand tu es trop grand, on peut voir ta tête, on peut voir ton cou et puis bon, voilà, tu te laves. Ou bien, souvent, c'est les bois qu'ils prenaient pour faire des petits... pour entourer quelque part là, dans un coin de la cour. Et puis bon, souvent ils mettaient des sachets noirs, voilà, pour faire un semblant de toilette pour se laver en fait. Maintenant, quand il s'agissait d'aller se soulager, d'aller faire ses besoins, souvent, il n'y avait pas de latrine. Donc, surtout nous les enfants, on partait loin, là où on jetait les ordures, c'est là-bas qu'on partait se soulager. Donc, généralement, ça, c'était pour se laver seulement. Voilà. Et puis, c'était un campement. Les maisons n'étaient pas clôturées. Les maisons ne sont pas clôturées. Et puis, les maisons étaient assez collées. Donc, ce n'est pas clôturé. Tu es dans cette cour-là, tu vois la cour voisine. Tu vois, voilà, tu es là, puis tu vois la cour qui est à côté. Les hommes sont en train de préparer. Tu vois l'autre cour aussi. Donc, il n'y avait pas de clôture. Il n'y avait pas de clôture. Donc, souvent, les parents, bon, ils pouvaient planter des fleurs juste pour faire un semblant d'intimité. Sinon, il n'y avait pas de clôture. Voilà. J'ouvre cette parenthèse-là pour que vous puissiez comprendre après. Donc, je reviens à l'histoire. Donc, Fatim voulait aller faire pipi. Bon, on m'excuse pour le terme, mais c'était pour expliquer. Donc, les vieilles mamans l'ont accompagnée. Elle est rentrée dans les toilettes de fortune. Là. Il n'y a même pas de porte. Souvent, même le vieux fabrique. Souvent, même on met un bois et puis on met pagne. Voilà. Souvent aussi, le vieux fabrique un semblant de porte là, mais c'est des portes qui sont déplaçables. Ce n'est pas collé. Donc, quand tu rentres, tu soulèves et puis tu fermes. Et puis quand tu finis, tu soulèves, tu enlèves. Un truc comme ça. Donc elle est rentrée, évidemment, les mamans ne peuvent pas rentrer derrière elle. Donc elle est rentrée, bon, je ne sais pas si elles ont fermé la porte ou pas, mais Fatim est rentrée dans les toilettes de fortune pour se soulager. Une minute, 2 minutes, 3 minutes, les mamans ne la voient pas. Sortie des toilettes. Donc, elles ont commencé à l'appeler. Fatim, Fatim, Fatim. Elle ne répond pas.
Fatim ne répond pas. Donc, elles ont eu l'idée de regarder dans les toilettes. DMG. La petite là, la mariée, s'est volatilisée. Elle a disparu des toilettes. Elle n'a même pas fait pipi. Elle a disparu. C'est-à-dire qu'elle est rentrée pour se soulager, pour faire pipi là. Avec son art, puisque généralement elles sont bien habillées. Elles sont en basin blanc, avec leur voile, avec les djabis, les tatouages qu'elles mettent sur elles et tout. Donc, c'est quasi impossible qu'elles passent inaperçues. Mais quand les mamans là sont rentrées dans les toilettes, Fatim a disparu. Elle s'est volatilisée des toilettes. Donc, elles ont crié. Elles ont crié pour dire « Ah, Fatim a disparu, Fatim a disparu ». Donc, la danse était de l'autre côté de la cour. Donc, les gens n'entendaient pas, c'était du djemé, il y a du bruit. Donc, les quelques femmes qui étaient là ont couru pour venir vers les toilettes. Aïe, mais où est Fatim, où est Fatim? Fatim a disparu. Elle a disparu des toilettes. On ne sait pas comment, où elle est passée. Parce que si elle doit sortir, c'est devant les moments où elle doit passer. Elle ne peut pas. Les toilettes, ce n'est pas une clôture pour dire qu'elle va escalader. Comment elle est passée par où? Et puis généralement, enfin, je ne dirais pas généralement, mais je vais dire, en ce temps-là, le petit quartier, sous-quartier n'était pas éclairé. Donc, ma maman m'a dit, le djemé s'est fait dans la journée. Parce que la nuit, il faut bien que les gens rentrent chez eux. Donc, si Fatima a disparu, qu'elle est passée dans les ruelles là, on allait la voir en plein 16 heures là. On va la voir. Donc, elle est passée où? Donc, du coup, de bouche à oreille, ça arrivait chez les dames qui faisaient la danse là. Donc, ils ont arrêté la danse. Tout le monde est venu vers les toilettes. Fatim n'est pas là. Donc, du coup, les jeunes, les quelques bonnes volontés qui étaient là, ont commencé à courir dans le quartier, le petit quartier, pour la chercher. Parce que bon, c'était un nouveau quartier. Donc, il y avait quelques herbes quand même, des pistes. Ils l'ont cherché, ils l'ont appelé, ils sont même rentrés dans les maisons, dans les cours, dans les chambres pour voir si quelqu'un n'avait pas caché. Ils n'ont pas trouvé Fatim. Fatim s'est volatilisée. Ils ont couru dans le quartier, ils l'ont appelé, tout le monde, tout le quartier a entendu que Fatim a disparu, puisque la danse est arrêtée. Ça va vite. Aïe, elle est rentrée où? Les gens disent, mais quand tu rentres dans les toilettes, elle ne s'est pas déshabillée. Pour dire non, qu'elle a enlevé son habit de mariée pour se mettre dans une autre tenue pour passer inaperçue. Elle ne s'est pas déshabillée. La tenue de mariée n'est pas là. Elle-même, elle n'est pas là. En ce temps, il n'y avait pas de téléphone. Pour dire non, qu'elle a appelé quelqu'un pour venir la chercher. Les voitures, c'était un luxe. Les motos, c'était un luxe. Donc, ce n'était pas tout le monde qui avait ça. Donc, comment elle est passée par où? Elle est passée comment? Parce que même derrière les toilettes, là, il y a des cours. Il y a une cour qui est là, qui n'est pas fermée. Les gens sont là-bas. Puisque ce n'est pas tout le monde qui est venu à la danse. Il y a des papas qui sont dans la cour. Il y a des enfants qui sont en train de jouer. Il y a des gens qui passent. Même si Fatim doit quitter doit s'envoler, je ne sais pas. Mais les gens vont la voir avec son accoutrement, avec son habit de mariée, tout blanc, en train de quitter les toilettes. Et c'est des toilettes de fortune. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va escalader. Elle est passée où? On ne sait pas. Donc, ma maman disait, mais c'était comme, c'était un mystère. C'était un mystère. Donc, ils ont pris même une assiette, ils ont tapé pour dire non, il y a quelqu'un qui a disparu, quelqu'un a disparu. Ils l'ont cherché jusque dans la nuit. Ils ne l'ont pas trouvé. Fatim a disparu. Fatim a disparu. On ne sait pas. Même si quelqu'un est venu la chercher là. Mais attends, les maisons qui sont aux alentours là, ils vont voir qu'au moins quelqu'un est en train de venir prendre Fatim pour sortir. Ou bien même si Fatim saute, on ne sait même pas comment. Parce que ma maman disait, ce n'est pas des toilettes en briques. C'était des bois que le vieux avait raccommodés là. Donc, elle ne peut même pas sortir entre les bois. Parce que attends, comment elle va faire? Donc, DMG, jusqu'à ce qu'on quitte le quartier, Fatim n'a pas été retrouvée. Des années plus tard qu'on quitte le quartier, Fatim n'a pas été retrouvée. Jusqu'à même son père est décédé. Parce que c'était une honte. Bon, il est décédé bien après. Hein, mais la maman disait qu'ils ont même fait des communiqués dans les mosquées. Ils sont même allés dans les églises. Ils sont allés dans une radio de proximité en son temps.
dans une ville à côté de la ville où ça s'est passé. Ils ont demandé pardon, qu'elle revienne. Ils vont annuler le mariage. Ils ont tout redonné. Mais elle n'est pas venue. Elle n'est jamais revenue. Jusqu'à ce qu'on quitte le quartier, en tout cas, elle n'est jamais revenue. Et plus tard, ma maman me disait que le monsieur est décédé. Sa maman même, elle avait piqué une crise dans son temps. Elle n'est plus elle-même. Et vraiment, ça a gâché la vie des parents et tout. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment la fille a quitté les toilettes. On ne sait pas. Maman même souvent disait, mais je ne comprends pas comment ça s'est passé. Elle ne peut pas fuir. Si elle fuit, ils vont la voir. Elle est en blanc. Les cours aux alentours là vont la voir. Elle va passer par où? Ils vont la voir. Si elle se déshabille, ils vont la voir. Et puis ce n'est pas des heures après, c'est quelques minutes. 1, 2, 3, 4 minutes. Bon, quand même 2 minutes, 3 minutes. On ne peut pas courir, même si elle doit courir dans le quartier pour fuir, on allait la voir. Parce que quand même, c'est un sous-quartier. Dans un quartier, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. La petite aidait sa maman au marché et tout. Donc, on la connaît bien. Même si elle devait fuir le quartier, on allait l'interpeller. Puis quelqu'un allait dire, ah, Fatima est en train de fuir. Il a dit, elle s'est volatilisée. C'est-à-dire qu'on n'a aucune nouvelle. Elle a disparu. Disparu même. Elle n'a rien laissé dans les toilettes. Rien. Et le temps, ils vont courir. Fatima a disparu. Donc, pour moi, vraiment, c'est un mystère. Et c'est mystique parce que les gens disent, maman disait que les gens disent, peut-être c'est un petit génie qui tellement ne voulait pas du mariage, elle a dû se transformer. Et puis bon, voilà, elle a disparu. Parce que on ne peut pas comprendre ça. C'est que, comme peut-être que je raconte ça, ça fait des années, ça fait vraiment beaucoup d'années, peut-être que les gens ne vont pas comprendre, mais si vous étiez là, peut-être que si vous avez vu cette maison-là, avec le quartier, le sous-quartier, vous allez peut-être me comprendre. Sinon, c'est quasiment impossible que tu sortes de cette douche-là sans qu'on ne te voie. Ce n'est pas possible même. Parce que ce n'est pas grand. Tu es dedans, puis on sait que tu es dedans. Parce qu'on te voit. On voit ta tête, on voit ton cou. Peut-être comme tu te laves, on ne voit pas ta poitrine. Mais tout le reste, on voit. Donc, comment elle est sortie? Les mamans sont devant la porte. Elle ne peut pas sauter les toilettes. Donc, elle est sortie par où? Question. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été résolu. Jamais été résolu. Donc, vraiment, c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui existent. Il y a beaucoup de choses qui existent. Moi, aujourd'hui, avec tout ce que les gens, les autres membres de la famille racontent, vraiment, il y a des choses qui existent. Ce que tu n'as pas vu là, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des choses qui existent. Et cette histoire-là, je tenais à raconter ça. Vraiment. Et merci à tout le monde. Et merci. Et puis, abonnez-vous, likez pour que cette chaîne-là, DMG TV, puisse avancer. Merci à tous et puis bonne soirée. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté DMG. Je vous raconte mon histoire du Cameroun. Ça fait un moment que je vous suis DMG et j'apprécie vraiment ce que vous faites pour la société en général. Parce que depuis que je suis vos histoires, je marche plus prudemment dans la société, je fais attention à tout et à rien. Je suis plus prudente et je prie beaucoup parce que quoi qu'on dise, c'est la prière qui nous protège de tout ce qui se passe en fait. C'est la prière qui est au-dessus de tout. Disons ça simplement comme ça. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui m'a été racontée aussi par un ami. Alors, il s'agissait d'un couple qui vivait. L'histoire date de longtemps, je précise déjà. C'était un couple qui vivait ensemble. Ils ont fait 3 enfants. Ils s'aimaient beaucoup, ils s'aimaient tellement. Au point où un jour, la dame est tombée malade. Ce que j'oublie de mentionner là, c'est que la dame était une sorcière, mais son mari ne le savait pas. Elle a caché, elle a gardé cela secret. Alors, elle est tombée malade. Bon, l'origine de sa maladie n'a pas été révélée, mais elle est tombée malade. Et après un long moment, elle est décédée. Quand elle décède, on a fait le deuil, on a tout fait et tout. Et après, lorsque les gens sont partis de la concession où il y avait des obsèques et tout, lorsque le monsieur s'est retrouvé seul avec ses enfants,
Il a remarqué que à chaque fois qu'il allait au champ, puisque les deux vivaient dans un village, à chaque fois qu'il allait au champ, dès qu'il revient avec les enfants, il trouve à manger. Et la nourriture était faite comme quand sa femme vivait. En fait, la nourriture ressemblait à ce que sa femme lui préparait souvent. Donc, il y avait toujours des bons plats bien préparés et tout. Dans un premier temps, il était, comme tout être humain, il a eu peur, il a été pris de panique et puis il ne mangeait pas ces nourritures-là. Même ses vêtements, il revient, il trouve que ses vêtements qu'il avait salis la veille sont déjà lavés, bien séchés, bien rangés, ainsi que ceux des enfants. Il n'a pas compris. Après répétition de ce phénomène, un soir alors, sa femme est venue en rêve, dans ses rêves en fait. Il a fait un rêve où sa femme lui disait que ne t'inquiète pas, mon chéri. En fait, j'avais un secret que je t'ai pas révélé. Je suis une sorcière et puis j'ai ce pouvoir, j'ai cette capacité de revenir te faire accomplir ces tâches. Alors ne t'inquiète pas, je ne te veux pas de mal. À chaque fois que tu trouves à manger, il faut juste manger. C'est moi qui ai fait à manger, les habits, les assiettes, la vaisselle et tout. C'est moi qui fais tout cela. Donc, ils ont vécu comme ça pendant très longtemps jusqu'à ce que les enfants ont grandi. Et là, le monsieur n'a plus pris de femme. Bon, et après, bon, c'est tout ce que je pouvais. En fait, c'est toute l'histoire. On n'a pas la suite. On ne sait pas si les enfants ont eu quelque chose ou bien quoi que ce soit. Bon. C'était juste ma petite contribution, comme pour dire que des fois, les morts ne sont pas morts. C'est tout. La morale de l'histoire, je ne sais pas vraiment s'il y a une morale à tirer. Et puis bon, que chacun tire sa conclusion. Je reviendrai avec une autre histoire très bientôt. Là, c'était ma première contribution. Merci DMG. Likez, partagez pour agrandir notre communauté. Et à DMG aussi, vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'aide dans cette tâche, parce que vraiment, ça édifie beaucoup ton émission. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 6e histoire. Bonsoir à la famille DMG, bonsoir à toutes et à tous. Partageons, likons, commentons. Alors, je montre une histoire concernant mon cousin direct, qui est un jeune qui a grandi à la ville, donc un citadin vraiment bien choucou, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire, qui a la classe, qui est chic, voilà, à qui son père avait tout donné. Et en même temps, qui s'achetait tout. Et quand il était piqué aux galères, comme on dit, qu'il n'avait plus d'argent, il revendait tout. Son père, qui était mon oncle, je vais nommer mon cousin David. C'est un pseudo, hein, d'accord. Alors, David, qui était vraiment l'un des préférés à mon oncle, qui avait d'autres enfants, lui a donné une éducation comme on peut le donner, mais en fin de compte, chacun naît avec son éducation profonde. Et il s'est avéré que David, en question, partait pour le village parce que mon oncle, qui est son père, avait construit une grande et très belle maison au village. Alors David faisait la navette, sauf que il était surdoué. Donc, étant au village, il arrivait à faire la chasse. Il est devenu grand chasseur. Il partait même dans la nuit faire la chasse. Comprenez? Et un soir de son retour de chasse, il passait par là, un champ, et il vit, on dira, comment on appelle ça, un engin, mais rouillé, gâté, c'est-à-dire une voiture, vous voyez on va appeler ça comme les caterpillars, voilà. Il a vu un caterpillar rouillé, gâté, qui était vraiment vieux. Bon, de combien d'années, on ignore. Alors, le lendemain, mon cousin part vendre cet engin sans savoir à qui il appartient, sans s'interroger, il s'en fichait. Voilà. Comme un bon citadin. Il vend, il empoche l'argent et puis voilà, il fait sa java. Et celui à qui appartenait le champ, qui ne s'intéressait guère à l'engin, mais quand il a su qui avait pris l'engin pour le vendre, qui était dans son champ, il est parti en cachette.
dans un village voisin où il y avait des alliés. Vous connaissez les alliés? En réalité, les alliés, c'est comme un peuple avec qui vous avez une alliance forte à ne pas dérober ou à ne pas ignorer, en fait. Voilà. Alors, ici en Côte d'Ivoire, je vais prendre un exemple. Il y a le peuple d'Ida qui a beaucoup d'alliés, beaucoup de personnes avec qui ils ont des alliances, mais particulièrement avec un peuple comme les Abés, on dira. Alors, si le peuple d'Ida décide de faire un enterrement, je vous explique, voilà, entre guillemets, si le peuple d'Ida décide de faire un enterrement et qu'il y a un seul abbé qui décide de bloquer, voilà, on va dire le cercueil en mettant son droit de veto par une feuille, en crachant ou en faisant une action, et qu'il demande quelque chose, on est contraint de lui accorder avant l'enterrement, comprenez? Voilà. Donc c'est comme ça que celui à qui appartenait le champ, je vais le nommer Robert. Robert part en cachette prendre des alliés d'un village pas lointain. Et ses alliés viennent mettre un droit de veto sur la très belle maison à mon oncle au village. Alors que cependant, dans la maison à mon oncle, il y avait ma grand-mère qui était vraiment fabuleuse, adorable, gentille comme les grandes-mères d'Afrique, qui était une personne passionnée et qui était gentille comme on disait, qui dormait là avec mon cousin et quelques gens. Et ces gars viennent faire un droit de veto, donc interdiction d'entrée, quoi. Voyez. On appelle mon oncle Abidjan, qui part au village, constater les faits. Donc, qui approche Robert, celui à qui appartient le champ. C'est un pseudo, hein, Robert. Alors, il dit à Robert, qu'est-ce que je peux faire pour que tu enlèves le droit de veto de la maison? Parce que grand-maman, elle dort là-bas. Et c'est difficile pour elle de prendre ses effets. Voilà, vu que le droit de veto a été mis sans même qu'elle ne soit au courant ou avertie en avance. Donc, c'est quoi vous demandez pour libérer la maison? Quand ils viennent avec, quand Robert vient avec les alliés, il demande une bâche, il demande des chaises et il demande un mouton. Alors mon oncle, prêt à payer, ma grand-mère l'appelle et dit non, tu ne payeras pas ça. Parce qu'une chaise, une bâche, des chaises, pardon, une bâche et puis un mouton, c'est pour quelle funérailles? C'est quel genre de réunion qui se tient sur une bâche, ici au village? Si tu veux, tu demandes l'argent et tu demandes un acompte, peut-être un poulet, on dira, ou bien même un mouton, cabri, pour demander pardon, mais tu ne demanderas pas tout ça. Que c'est un piège. Alors les alliés lui ont dit, c'est vous qui voyez, mais on n'en verra pas notre, voilà ce qu'on a mis là, si vous ne payez pas ce qu'on demande. Et ça a duré des mois. Personne ne pouvait aller enlever, personne ne pouvait entrer dans la maison. On demandait pardon au cousin, ben, il a transformé son sorcellerie, on dira. Parce que la sorcellerie, c'est quoi? Quand quelqu'un te guette, qu'il trouve un moyen de te nuire, il passe par ce moyen. Alors le cousin qui se la jouait n'osait même pas demander un pardon. On lui demandait pardon comme ça, il demandait pardon avec arrogance. On te demande pardon, non? Pourquoi tu n'acceptes pas? Jean mal poli. Bref. Les villageois ont parlé, tout le monde a parlé. Ils ne voulaient pas lever le doigt. Alors ma grand-mère a dit, aucun de mes fils ne va mourir avant moi. Comprenez? Donc elle a préféré se sacrifier à la place de mon oncle. Comprenez? Alors, elle entre dans la maison malgré l'interdiction d'y entrer. Elle enlève tout ce qu'ils ont mis comme blocus, tout ce qu'ils ont mis pour empêcher une entrée. Et là, elle rencontre un esprit de mort qui la frappe et elle meurt. Et elle meurt. C'est comme ça que
tout le monde pleure. Et le cousin Robert a eu ce qu'il voulait, mais pas avec la bonne personne, parce qu'elle s'est sacrifiée pour son enfant. Elle, vivante, ne pouvait pas laisser un de ses enfants mourir. Elle leur a dit, je ne fais pas partie d'une confrérie. Mon mari est mort, je suis venue me marier dans votre village. Mais vous ne prendrez aucun de mes enfants. Surtout pas celui qui me donne tout. Surtout pas celui qui me donne à manger, pas celui qui me donne à boire. Je préfère me donner. C'est comme ça qu'elle est morte. Quand elle est décédée, le mal est parti. Mon oncle a retrouvé la maison. Mon cousin est resté chasseur. Tout le monde a compris l'histoire, qui s'est terminée vraiment très mal. Alors, on va dire quoi? La morale de l'histoire, c'est quoi? Quand vous arrivez dans un endroit que vous ne maîtrisez pas en tant qu'individu, ne prenez jamais ce qui n'est pas à vous. Ne vous intéressez pas à ce qui n'est pas à vous. Quelle que soit votre fin, votre galère, ne prenez pas sans demander la permission. Parce que mon cousin aurait pu aller demander d'abord le champ appartenait à qui et est-ce qu'il pouvait prendre cet objet pour le vendre parce qu'on est au village. Les choses sont sacrées et les personnes sont méchantes. Il y a beaucoup d'interdictions ainsi que la sorcellerie. Alors, c'était mon histoire de ce soir. Bonne soirée à toutes, à tous, famille DMJ. Partageons, likons, commentons et puis bisous. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 7e histoire. Bonsoir DMG et à toute la team. Je tiens vraiment à saluer l'initiative. Elle fait partie des meilleures sur les réseaux sociaux. Je dirais même à la limite que c'est utiliser les réseaux sociaux de l'une des meilleures façons possibles. Parce que vraiment ton l'inspiration que tu as eue sensibilise énormément quant aux dangers liés à tout ce qui est paranormal ici et Lyon. Alors je tiens à apporter, si vous voulez, un peu de vent dans ce moulin, ou bien un peu de l'eau dans ce moulin, en racontant une de mes histoires, en fait, personnelles, paranormales. Alors à l'époque, j'étais au collège, j'étais élève, je pense que c'était dans les classes en première ou terminale. Je vivais dans une ville différente de celle de mon actuel mari. Et on sortait ensemble à cette époque-là. Tout simplement, aujourd'hui, nous sommes ensemble. Nous vivions à cette époque dans 2 villes bien différentes. Alors, comme lui travaillait et moi, j'étais plutôt au collège, comme je vous disais, c'était à moi de trouver du temps parfois. J'ai dit le week-end, disons même le vendredi soir, je lavais ma tenue très rapidement, je séchais quelque part, je donnais les instructions et puis je quittais la ville, j'allais dans sa ville et je rentrais. Parfois, le dimanche soir, je suis à la maison, je suis de retour dans ma ville et que j'allais parfois avec mes cahiers et consomme. Alors, en dehors de ça, je me déplaçais peut-être les choses comme les week-ends, en dehors des week-ends, je me déplaçais des trucs comme les congés ou alors les vacances où je partais. Alors, nous avions, je vais dire, une relation très, très fusionnelle. Et vraiment, vraiment fusionnelle. Et ça demeure même jusqu'aujourd'hui. C'est une relation comme ça que nous avons jusqu'aujourd'hui. Elle est très fusionnelle. C'est-à-dire que une fois, je décide de me déplacer pour arriver dans sa ville. C'était même, je dirais, ça devait être soit les congés ou alors les grandes vacances, mais je pense que cette période-là, j'avais énormément de temps de vacances à passer. J'avais le temps devant moi avant la rentrée ou bien le retour à l'école. Alors je pars dans sa ville. Nous étions tellement excités de nous revoir. Je dis, c'était parce que nous étions impatients de se revoir après avoir tellement conversé par téléphone. Nous sommes animés par téléphone et consorts. Nous étions dans l'impatience de nous rencontrer. Alors, j'arrive dans sa ville, je débarque avec mes effets, un peu d'habits, un peu de cahiers, un peu de tout.
Et puis, il me fait savoir où il a laissé la clé. Il me fait savoir où il a laissé l'argent pour que je fasse un peu à manger. Et ce que j'ai fait, j'ai ouvert la porte, j'ai pris l'argent, j'ai fait un petit truc à manger. Et puis, je me suis bien mise en condition, propre, tout pour l'accueillir quand il devait rentrer le soir. Alors, il rentre le soir, franchement, il a tellement fier, un gros câlin de se voir et tout. Il est tellement content de manger parce qu'il était tout seul. Il n'y avait pas quelqu'un en fait qui le faisait souvent ces petits trucs à manger parce que j'ai profité même pour faire un peu de lessive. Il était content, il avait l'impression en fait qu'il était avec quelqu'un. Et moi aussi, j'étais tellement contente qu'il me voit. Et puis, dans cette impatience-là, en fin de compte, j'arrive au bout. Alors, il me dit, voilà, comment ça va et tout. On dit, on va prendre pendant quelques secondes un tout petit peu le tempérament, le renseignement, la politesse, comment va l'autre et qu'on sort, ça va. Après, il dit, ah, j'ai oublié. Il sort les petites graines du sac en dehors de tout ce qu'il m'avait gardé, en fait, il est rentré avec les petits graines. Il me dit, ah, tu vois, les petits graines, est-ce que tu les connais? Je dis, non, non, je ne connais pas. C'était la première fois que je voyais. Il me dit, ça se mange avec les arachides. Et puis, le but, en fait, est de puger. Et je dis, pourquoi tu vas chercher à te puger? Il dit, ah non, tu ne sais pas que parfois, quand tu cherches à faire la poêle, là, de puger comme ça, là, ça va beaucoup nettoyer. Toi, par exemple, comme tu es une femme, ça va te nettoyer. Je sais pas, l'intérieur, là, ça va bien te nettoyer. Moi, chez l'homme, par exemple, ça va me nettoyer jusqu'à peut-être retirer la glaire. Tu sais que la glaire, c'est quelque chose, en fait, qui est mauvais chez nous et tout. Ça va nettoyer même mes reins. Bon, j'ai compris très rapidement que c'était un souci de performer, puisqu'au début, on ne s'était pas vu. Certainement, il voulait avoir une performance, si vous comprenez ce que je veux dire par là. Voilà, je dis, ok, d'accord. Il dit, mais en fait, on m'a dit là qu'on peut boire aussi dans du tonique. Et pour ceux qui connaissent le tonique ici au Cameroun, c'est une petite boisson. Une petite boisson un peu, je veux dire, elle a un tout petit peu un goût particulier avec du gaz, comme la plupart en fait des boissons même du pays. Elle a du gaz en fait. Et il prend, je ne sais pas si c'est une graine ou deux graines par personne, et chacun sa boisson de tonique. Il écrase, et puis là, on se donne pour chacun. Nous sommes là, on attend, on passe se laver. Chacun passe se laver à son tour, et puis on vient, je dirais qu'on consomme. Je ne peux même pas vous dire exactement quand est-ce qu'il a mangé, quand ce qu'on a mangé, mais je me souviens quand même qu'on a consommé ce tonique-là entre 19h, comme ça, 20h. Alors, 19h, 20h, on consomme le tonique, on n'était pas pressé en fait. Pour tout le reste, pour la suite, on n'était pas pressé. Voilà, on consomme. Et puis, la nuit, le gars était tout le temps aux toilettes. Il a été pugé. Ça a commencé peut-être chez lui vers les 23h, passé minuit et tout, jusqu'à peut-être 3h comme ça. Ça n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas d'aller aux toilettes. Au départ, là, c'est d'abord une grande quantité de sel et tout, d'après ce qu'il me disait. Et puis, quand il revient, je dis, merci, comment ça va aller? Il me dit, oui, ça va aller. Mais franchement, c'est fatigant. Ça m'empêche de dormir. J'espère seulement que je vais pouvoir partir au travail demain. Je dis que, mais tu connais quand même que même si demain ça ne va pas, tu connais qu'il y a des mesures pour diminuer en fait ce phénomène-là. Quand ça arrive comme ça te puge trop, il y a des mesures pour diminuer, pour que tu puisses aller travailler. J'espère quand même que d'ici le matin, ça va s'arrêter. Il ne fait qu'aller. À un moment donné, il me dit que là maintenant c'est la glaire, que ça n'y est pas. Là maintenant c'est la glaire. Il me dit, et toi, qu'est-ce que tu fais depuis? Moi, je te vois même pas. Nous étions peut-être allés 1 heure comme ça. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne ressens pas, ça te puge pas, tu ne prends pas ton ventre. On a envie de puger, d'aller aux toilettes. Je dis que non, je ressens rien du tout. Et je me recouche. Il est toujours surpris parce que chaque fois il se levait, en fait, ça me réveillait parce que j'ai un sommeil un peu léger. Et j'étais toujours que demain ça va aller parce qu'il revenait un peu fatigué et tout. Parce que vous connaissez en fait, quand quelqu'un subit une poire, en fait, une purge. Alors, ça va pour lui, ça va, ça avance comme il a dit, enfin, comme il attendait, ça le purge, mais de mon côté, il me regarde, mais ça va pas, ça te purge toujours pas. Il dit non. Mais je vous assure, à partir d'un truc comme 2 heures, ce qui m'est arrivé, c'était pas possible.
C'était une catastrophe, en fait. C'était une truc que je ne sais pas. À partir de trucs comme 2 heures, 3 heures, je ne sais pas quelle heure de la nuit, mais bien avancé dans la nuit, je ressens un mouvement dans mon ventre. Je me lève, ça m'a dit, aïe! Je me dis, Salomé, qu'est-ce qui ne va pas? Je me dis, merde, ça fait mal. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, j'ai mal. Tu as mal comment? Tu vas aller aux toilettes? Je t'accompagne. Je dis, non, je ne vais pas aller aux toilettes. Voilà quelque chose qui marche dans mon ventre. Je dis, quelque chose marche dans ton ventre comment? Non, me dis pas. C'est certainement que ce sont il dit les aliments en fait qui n'arrêtent pas de bouillonner comme si à fusion peut-être en énergie. Non, c'est pas ça. Voilà ça qui monte. Voilà ça. C'est comme la chose montée dans ma cage thoracique. Ça, c'est comme ça grippe là pour dire que bon, comme tu es en train de me réveiller, je vais te montrer en fait ça. C'est comme si en montant, ça grippe seulement que je vais te montrer. J'ai mal, je m'accroche les grappes. Aïe, aïe, j'ai mal, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça qui monte, voilà ça qui monte. Qu'est-ce qui monte? Je ne sais pas. Voilà ça qui descend, voilà ça qui descend. Ça descend, ça descend. Je vous assure, du moment où ça commence, peut-être aux environs de 2 heures, 3 heures, jusqu'au matin. Des petits moments de pause. Après ça, ça ne va pas, ça ne va pas. Il est là, il ne sait pas quoi faire. Le gars est paniqué. Il dit que merde, qu'est-ce que l'enfant c'est encore comme ça? Il était là à côté. Que je fais comment? Qu'est-ce que je peux te donner? Je te donne l'eau. Je ne vais pas boire l'eau. Je maigrissais sur place. Voilà ça qui monte, voilà ça qui monte, voilà ça qui descend, voilà ça qui marche, voilà ça mon banque, qu'est-ce qui est dedans? Je ne sais pas. Le gars est là, il est dépassé. Que je fais comment? Je ne sais pas quoi faire. Que moi, je ne sais, je n'arrive même pas à parler. J'avais mal. Quand ça faisait ces mouvements, que ce soit en train de monter ou descendre, c'était l'horreur. J'ai maigri sur place. J'ai perdu des kilos sur place. J'ai blanchi. Je suis devenue pâle comme quelqu'un qui était atteinte de maladie, je ne sais pas depuis combien d'années. Qu'on avait démomifié. J'étais devenu atroce sur place là. Le matin, le gars, pour lui, ça c'est quand je trouve un peu de sommeil, en fait, je me lève. Pour lui, en fait, ça a diminué. Parce il est arrivé dans la phase de la glaire, au point où, en fait, ça a diminué. Il y a juste le goût bizarre parce que ça gâte les papilles. Tu ne ressens plus le goût de la nourriture. Il y a juste ces papilles qui ont été gâtées pendant un bon petit bout de temps. Et le matin, il me dit, qu'est-ce que je fais donc? Je fais comment? Je lui dis, ça va aller, va au travail, ça va aller. Parce que j'avais l'impression que ça s'est un peu calmé. Alors du coup, il se lave, il me dit, franchement, si ça ne va pas, je fais comment? Je dis, non, vas-y, ça va aller, je suis sûre que ça va aller. Et tout à l'heure, j'étais déjà franchement fini. Le gars, lui, c'était vraiment, il s'est dit, ah, peut-être c'est pour elle, en fait, pour les selles, en fait, il se disait que en fait, c'était ça. Il ne comprenait rien. Cependant, moi, j'avais l'impression que c'était même à la limite un serpent. Faut pas que je ne vais pas dire que j'abuse, mais je veux vous dire la vérité. C'est que moi, j'avais cette impression-là que c'était ça. Alors, il va au travail, il n'arrête pas, il m'appelle, ça va aller, je dis que ça va aller. Pourtant, ça n'est pas si ça passe le temps me menacer, ça monte, ça descend. J'ai rien eu comme boire. Je vous assure, j'ai rien eu. Le phénomène s'est arrêté environ à midi passé. C'est à ce moment donné que je sors de la maison. J'ai juste eu envie de vomir à un moment donné. Et puis, je ne peux pas vous dire que j'ai eu la poire. Véritablement, je n'ai pas été purgée. Alors, je sors de la maison midi passé, tout le monde me regarde, mais puisque quand j'arrivais dans sa ville, il vivait en fait dans, on va dire, une espèce de camp. Et on me connaissait déjà. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es venu, tu étais malade parce qu'ils ne m'ont pas vu entrer en fait à l'heure que j'entrais. Ils ne m'ont pas véritablement vu quand je suis arrivée parce que je suis arrivée. Je sais pas, on ne s'est pas véritablement vu avec le voisinage quand j'arrivais dans la vie. Je ne suis pas arrivée en pleine journée quand même. Je suis arrivée à un certain moment donné et j'étais à l'intérieur en train de faire ces petits trucs que je disais, je préparais tout et tout. Ils ne m'avaient pas véritablement vu. Ou alors, l'apparence avait changé par rapport à quand ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Tu es malade, tu ne vas pas bien. Je n'arrive même pas à parler, je ne me sens pas bien, tout simplement, c'est ce que j'ai répondu. Je ne me sens pas bien, j'ai eu une nuit très difficile.
Alors, ben, ils sont dépassés. Je dis, ah d'accord, je vais pas faire un tour juste pour prendre du soleil, même après je rentre à l'intérieur. Et ça s'est arrêté. Je lui ai dit, ah, le phénomène en fait s'est arrêté cette fois-là, mais un autre jour, je l'ai expérimenté. Je dis, je l'ai revécu quelques années plus tard, pendant que nous étions déjà ensemble. Je lui ai dit, peut-être 6 à 7 ans plus tard. Je revis ça quand je suis en pleine prière. Je suis en pleine prière, j'ai passé une journée où j'ai dit, vraiment, Seigneur, je veux prier, je veux communiquer avec toi. Je veux que tu me parles, rien ne va. Je revis le même phénomène où je ressens même la même sensation, monter, descendre, le même mal et tout. Mais quand j'ai constaté cette deuxième fois, j'ai dit non, là, c'est pas normal. Vraiment, peut-être cette fois-là, je me suis dit, oh, tu as consommé, je ne sais pas, c'est pas bon pour ton organisme ou je ne sais pas quoi. Mais là, maintenant, je n'ai rien fait pour provoquer quoi que ce soit dans mon ventre ou je ne sais pas. Il n'y a que la prière. Alors, me suis mis à ajouter les prières avec Angoka. J'ai commencé à prier. Et puis, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais vécu ça. Je ne vais pas dire qu'il y a une morale de l'histoire, mais je dirais simplement, pour ma part de contribution, il ne faut jamais, en fait, toujours accuser autre personne quand il t'arrive quelque chose. Parce que quand on a quelque chose qui nous arrive, on est même à 0, je ne sais pas, 0,01% responsable. Si j'avais eu une vie un peu rangée, je dis l'abstinence, je pense que ça ne serait pas arrivé parce que beaucoup de choses arrivent par la sexualité. Et je n'ai pas toujours eu cette vie rangée-là quand il n'était pas dans la même ville que moi. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé, en fait, de faire sans lui, d'avoir d'autres relations sans lui, en attendant, par exemple, de tamponner, voyager pour aller voir mon mari et tout. Et qui sait, tu sais pas forcément ce que tu as tamponné entre-temps. Et également, tout ce que je peux dire, c'est quand on veut choisir le partenaire, la partenaire, franchement, il faut mettre tout ça en prière. Il faut bien qu'en prière, et l'abstinence, on la perd beaucoup aujourd'hui, mais c'est une chose qui nous a beaucoup préservés auparavant. Si j'avais eu cette vie un peu d'abstinence, je pense que c'est un phénomène que je n'aurais pas forcément vécu. Mais je ne peux pas exactement vous dire que je connais par quoi c'est entré dans ma vie ce phénomène. Mais gloire à Dieu, c'est plus jamais arrivé. Après que j'ai commencé vraiment les prières, une certaine vie rangée, une vie de couple vraiment rangée, une vie de famille rangée, une vie même rangée, je vais dire rangée, et dans la prière et tout. Ce n'est plus arrivé. Pour ma première histoire, je pense que c'est celle-là, en attendant que je puisse encore vous envoyer d'autres histoires que j'ai vécues personnellement et ceux que d'autres auront vécu également et que je juge pouvant apporter un plus à quelqu'un. Bonne soirée. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez liké la vidéo, partagé. N'oubliez pas de liker, partager, de commenter. Dites-nous d'où vous regardez la vidéo en commentaire. On se reprend demain à 12h00. Je vous invite à envoyer vos histoires sur le numéro qui est à l'écran, qu'on puisse les jouer ici sur YouTube. Voilà, on se prend demain. Ciao, ciao.